Quand on imagine vacances, on pense plaisir, on pense repos, on pense tout ça. Mais ça nécessite évidemment de l'organisation, ça nécessite des finances. Et d'autant plus quand on s'occupe d'un proche en situation de handicap. Et quand on a dans la famille quelqu'un qui est en situation de handicap, on a 3 fois moins de chances de partir en vacances. Donc on est vraiment là pour en parler parce qu'il y a des pistes qui existent. Il y a plein de types de vacances possibles. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui existe, comment ça se passe, comment les actionner, combien ça coûte. Et puis aussi, on voudrait parler du sujet de comment ça se passe si on décide de rester à la maison. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Bort, qui travaille à l'Union française des centres de vacances, justement sur le sujet des vacances adaptées, et Sonia Cardonnet du CREJ 67 pour le ressources handicap. Alors, je vais vous laisser chacun vous présenter et merci d'avoir accepté de participer à ce café. Donc, honneur aux femmes. Bonjour à tous. Donc, je suis Sonia Cardonner, je suis responsable du centre ressources enfants, jeunesse et handicap de la JPA. Notre mission première est de faciliter l'accueil des enfants en situation de handicap dans tout ce qui concerne le loisir, que ce soit les accueils en centre de loisirs, en colo et autres. Et depuis peu, enfin depuis le début de la crise sanitaire maintenant qui est à peu près finie, on a mis en place effectivement un dispositif répit parental qui a pour objectif de faciliter l'accès au répit, aux actions, que ce soit des week-ends, des séjours et autres, avec différents partenaires dont Évasion Handicap Famille, avec qui on travaille également. Donc le CREJ accompagne les enfants de 6 à 17 ans, les enfants en situation de handicap, donc qui ont une reconnaissance MDPH. Voilà. Et donc, j'ai également la casquette, comme dit, de pro, mais également de parents d'enfants en situation de handicap, avec une fille de 22 ans. Voilà. Merci Marguerite pour cette invitation. Donc, je suis Sébastien Bort, je suis responsable national des loisirs et des vacances adaptées à l'UFCV, l'Union française des centres de vacances. L'UFCV, c'est une association nationale dont le métier originel depuis 1907, c'est d'organiser des vacances. Plutôt des vacances pour des enfants, des colos en général. Et puis progressivement, et particulièrement à partir des années 80, l'UFCV s'est mise à organiser des séjours spécifiquement pour des adultes et des enfants en situation de handicap. C'est encore le cas aujourd'hui. On accueille chaque année autour de 6000 personnes en situation de handicap sur nos destinations vacances. Ce sont des séjours spécifiques qui accueillent uniquement des jeunes et des adultes en situation de handicap. Mais on organise aussi des séjours de vacances pour des familles et de l'inclusion, si on accueille des jeunes en inclusion sur nos séjours et nos colos, et aussi en centre de loisirs. Voilà. Pour commencer, on va repartir du constat, peut-être du point de départ, quelqu'un qui se dit je voudrais partir en vacances. Sébastien, est-ce que toi, tu as un peu des informations, des infos, en tout cas un retour sur quand on a une personne en situation de handicap dans sa famille, potentiellement un enfant, des infos sur la proportion de familles qui arrivent à partir et un peu l'idée des freins derrière qui se dégagent. Alors oui, en tous les cas oui, dans une certaine mesure, on a quelques informations sur ce sujet-là. J'ai eu l'occasion de mener une étude justement en 2019 à ce sujet, partant d'un panel de personnes institutionnalisées, c'est-à-dire hébergées dans des établissements médico-sociaux. On a, avec le CNLTA, le Conseil national des loisirs et tourisme adapté, engagé une enquête pour savoir quelles étaient leurs pratiques en matière de vacances. Et on a envoyé une enquête à 3500 établissements. Donc, ça représente du monde au final. Le retour est assez éloquent. 50% des personnes institutionnalisées ne partent pas en vacances. Soit parce que les équipes éducatives estiment qu'il n'y a pas de solution, soit parce qu'on estime que la personne elle-même n'est pas en capacité de partir. Et 20% des personnes institutionnalisées sortent de l'établissement et partent en vacances avec leur famille. Donc ça, c'est intéressant. Ça concerne des personnes qui sont là probablement aujourd'hui ou les professionnels qui les accompagnent. Et dans cette étude, on faisait remonter aussi qu'autour d'une vingtaine de pourcents des personnes qui vivent en institution trouvent des solutions avec des vacances adaptées, avec des organismes qui organisent des vacances spécifiques pour leur accueil. Dans cette enquête, il y a deux interrogations qui se posent au retour de ça. C'est finalement véritablement pourquoi les personnes, les 50% qui ne partent pas, pourquoi ils ne partent pas? Est-ce que c'est par manque d'information? Au fond de moi, je pense que oui, c'est par manque d'information. Il y a, je pense, des solutions pour un maximum de personnes pour partir en vacances aujourd'hui. Et parallèlement, pour les 20% de personnes qui partent en famille, se pose aussi la question de
comment sont-ils accueillis, ou sont-elles, ces personnes-là accueillies en famille, et comment ces familles font pour partir aussi en vacances, ou est-ce qu'elles ne partent pas du tout? C'était une interrogation. C'est dans ce sens-là que se sont mis en place des solutions, justement, d'accueil de famille sur des villages vacances ou dans des campings, avec des solutions type, effectivement, évasion handicap famille, ou d'autres, des solutions de répit, voilà, qui peuvent se mettre en place. Voilà, pour cette enquête, en tous les cas, ce constat, et le constat, et c'est un peu le constat de l'introduction que tu proposais, Marguerite, effectivement, la proportion des personnes touchées par le handicap qui ne partent pas en vacances est plus importante que la proportion nationale en matière de tourisme en général. On en est bien conscient de cette difficulté de départ en vacances. Et donc, du coup, des freins d'information, ce que tu évoques, des freins aussi, on va dire, de confiance, peut-être, de sécurité. Tout à fait. Sur les freins même, alors maintenant, si on identifie les freins au-delà en fait, des statistiques, c'est bien les chiffres. Mais les freins en fait, qu'on a pu faire remonter à ce moment-là, c'est effectivement, le premier frein, c'est l'information. C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à avoir la bonne information qui me concerne et comment j'y accède à cette information? Premier axe. Le deuxième frein, c'est de se dire que, de se projeter soi-même sur la question des vacances. Est-ce qu'on a vraiment envie de partir? Et qu'est-ce que ça engendre dès lors que j'ai une solution? Est-ce que c'est pas trop d'efforts à mettre en place pour ce déplacement? Parfois, on est plus confortable à la maison. Et j'ai en tête des constats de certaines familles qui peuvent me dire c'est tellement compliqué, c'est plus facile de rester à la maison, même en vacances, on est plus tranquille, on peut se reposer. Si on part en vacances, c'est une telle contrainte en fait, de se réorganiser ailleurs qu'on fait le choix de ne plus partir. Pourtant, il y a du bénéfice à partir. Et ça, c'est autre chose. En tous les cas, c'est un premier frein, c'est comment on se projette sur les vacances. Et puis un autre frein qui est non négligeable, et je mets les deux en même temps, c'est le frein administratif et financier. C'est combien ça coûte et quel est le déploiement d'énergie que je dois mettre en œuvre pour de nouveau remplir des dossiers, fournir des preuves, obtenir des cofinancements. Et tout ça, c'est tellement compliqué déjà au quotidien quand on est concerné par le handicap que si en plus il faut se rajouter cette contrainte pour les vacances, alors on lâche prise. Donc il faut trouver les ressources nécessaires pour pouvoir pallier à tout ça. Ça existe, ça existe. Il y a effectivement plusieurs personnes qui ont réagi dans le chat en nous disant qu'il ne faut pas oublier le frein financier. Oui. Qui se cumule, tu as raison, au frein administratif. C'est un frein important. On verra qu'il y a des solutions. Et du coup, toi, en termes de bénéfices, qu'est-ce que tu... Les bénéfices, je laisserai aussi Sonia en parler parce que je pense que ces témoignages peuvent être encore plus éloquents que les miens, même si j'ai plein d'illustrations de familles ou de participants en fait, pour lesquels ça a été ultra bénéfique. D'abord, nous, en tant qu'organisateur du FCV, moi, ça fait une vingtaine d'années que j'organise des vacances adaptées. J'ai mis le doigt dedans et j'arrive plus à en sortir maintenant. Mais parce que justement, certes, pour nous en tant qu'organisateurs, c'est une vraie contrainte cette organisation. On accueille des publics fragiles, mais le retour est énorme en fait en termes de positivité. Certes, c'est de la contrainte à organiser et je pense que pour les familles c'est pareil. Mais une fois qu'on est sur place, on a du bénéfice direct au moment où on le vit dans ce changement. C'est un changement positif pour tout le monde, pour la famille quand on part en famille, mais aussi pour les jeunes et moins jeunes en situation de handicap qui vont vivre ce temps-là, ce dépaysement. C'est certes parfois un petit effort, mais en tous les cas, le bénéfice est direct. Émancipation, rencontres, découvertes, on vit de nouveaux temps, on change son rythme de vie malgré soi quelquefois, alors qu'on pensait que c'était plus possible. Et le bénéfice après coup est net, en fait, on le ressent aussi. On rentre de vacances et on a aussi ce bénéfice de changement. Je fais juste un témoignage cette semaine. Une éducatrice qui nous a contactés. On s'inquiétait en fait pour le jeune qu'on allait accueillir parce qu'on le connaît bien. Il est touché, enfin, il est atteint d'autisme et sévère. C'était un accueil compliqué. Et j'ai son éducatrice au téléphone qui me dit mais c'était vous l'année dernière qui l'avait accueilli. Formidable. Si vous saviez tout ce qu'on a mis en place après le séjour. Alors, elle ne savait pas qu'il était parti en séjour. Et quand il est rentré, elle a retrouvé un jeune homme qui était franchement transformé par rapport à ce qu'elle connaissait avant, parce que ça l'a aussi bousculé, mais dans le sens positif. Ça nous a bousculé aussi, franchement, sur le terrain. Mais il y a eu des effets vraiment positifs et ils ont pu mettre en place, en fait, par la suite, d'autres modalités d'accompagnement pour ce jeune-là. Donc ça, c'est une preuve directe. J'en ai plein encore, mais je laisse peut-être Sonia témoigner sur le bénéfice des vacances.
Je voudrais juste peut-être rebondir sur le côté surcoût. Surcoût, effectivement, les freins au niveau des vacances. Les remontées qu'on a également, c'est que quand il y a besoin, par exemple, d'un accompagnement individuel et qu'il y a vraiment des choses plus spécifiques à mettre en place sur site, il y a la lourdeur, effectivement, administrative. Parce que chaque structure a son document. Donc, on n'a pas de document unique à produire quand on va dans des vacances et qu'il y a besoin d'un certificat médical ou bien d'un besoin spécifique qui est écrit pour l'accueil de l'enfant en situation de handicap, par exemple dans un village vacances. Voilà, c'est vraiment ces lourdeurs administratives qui sont vraiment remontées. C'est pour ça que moi, au niveau du crèche, j'organise des week-ends répit où en fait, on produit également un projet d'accueil personnalisé qui servira à toutes nos actions répit. Il n'y aura qu'un seul document et c'est vrai que le souhait aussi, c'est d'avoir un document unique pour tout. En ce qui concerne les lourdeurs administratives, donc c'était ça. Il y a aussi le côté accessibilité qui est un frein. Moi, ma fille est dans le handicap moteur et c'est vrai que cette accessibilité, il y a aussi ce souci de accessibilité, veut aussi dire appartement plus grand, veut aussi dire surcoût du fait que l'appartement est plus grand, qu'il y a, enfin voilà, il y a toutes ces choses aussi qui jouent. Après le bénéfice, le bénéfice, il est là. Il est là, le fait de se ressourcer, effectivement, de pouvoir se relancer sur ce quotidien qui est un petit peu difficile et semé d'embûches pour les familles. Donc de se dire, je vais partir à tel et tel moment en vacances et je vais me ressourcer et je vais peut-être me projeter pour repartir une autre fois, tout en sachant que le frein, bien sûr, est le surcoût. Donc, mais ça, on en reparlera après. Approfondir. Je me permets, Marguerite, j'ai vu une question sur la question, enfin, sur le sujet de l'inclusion. Partir avec des pairs, ça se posait dans ce sens-là, dans le chat. Et on peut se poser la question de est-ce que je choisis alors la typologie de séjour, un séjour en famille? Est-ce que je donne mon proche aidé, alors en situation de handicap ou autre, est-ce que je lui permets de partir lui seul et moi je pars de mon côté? Ça, c'est déjà divers types de solutions de vacances. Et la question se pose, OK, des vacances en inclusion ou des vacances entre soi, avec des pairs qui nous ressemblent? J'ai envie de dire, c'est propre à chacun. Il y a des avantages et des inconvénients et des difficultés dans chaque cas. La volonté aujourd'hui de nos politiques publiques, c'est d'agir sur l'inclusion. Il faut du tout inclusif. Je me permets de donner peut-être un avis personnel. Je dis, faut faire attention. En fait, le tout inclusif peut être aussi très contraignant. C'est-à-dire côtoyer les autres et le regard des autres. Parfois, c'est difficile. Et pour les personnes en situation de handicap, vivre une inclusion directe c'est aussi une difficulté à accompagner. C'est faisable, mais ça s'accompagne, ça se construit. Ça se néglige pas. Mais vous en êtes tous, je pense, très conscients. Ça peut pas s'improviser, ça doit s'organiser. Nous, on souhaite que sur nos activités, en tous les cas, que ce soit sur des séjours, des colos classiques, aussi bien que sur nos séjours famille, que l'inclusion ne soit pas une contrainte. Donc, on ne la vit, l'inclusion, que si le jeune ou le jeune adulte qu'on accueille est capable, en fait, de s'inscrire dans une démarche lui-même d'inclusion. Et que si le groupe en face est capable de nous accueillir correctement, si on peut mettre des choses et tisser une organisation avant. Donc, j'ai envie de vous dire, sur la question de l'inclusion, ça s'organise, tout comme on organise ses vacances. Ça ne doit pas se négliger. Je traduis directement. Vous souhaitez inscrire votre enfant en inclusion sur une colo l'été prochain. Ça ne doit pas se faire en dernière minute. Il doit y avoir un contact avec l'organisateur. Si possible, il doit y avoir un contact avec le directeur ou l'équipe même du séjour pour qu'il y ait une transmission précise des informations. Une fiche d'inscription ne suffit pas dans l'inclusion. Avec des renseignements, ça ne suffit pas en fait. Il faut qu'il y ait ce contact préalable parce que quand l'enfant est ensuite accueilli sur la colo, il est au milieu des autres. Et il n'est pas toujours avec un accompagnateur supplémentaire dédié à son accompagnement. Voilà. Donc ça se prépare bien, prenez le temps de le faire. C'est du temps, c'est vrai, mais c'est passionnant et vous allez rencontrer, je suis sûr, des gens exceptionnels. Je le vois au quotidien, nos animateurs, les responsables de séjour et les familles qui contribuent à ces départs. Ça donne des accroches géniales. Et on peut afficher comme ça, clairement, nos limites dans l'accompagnement, nos inquiétudes en tant que parents aussi. Et ça doit se transmettre autant à l'oral qu'à l'écrit. C'est les deux grands types de vacances qui existent. Pour toi, Sébastien, les séjours en inclusion et les séjours adaptés, on va dire. Alors, il y a en termes de vacances aujourd'hui, si on parle du point de vue, quand on parle de vacances adaptées, c'est un terme finalement juridique. Les vacances adaptées organisées, ça existe. Ce sont des séjours
pour adultes, les vacances adaptées, pour adultes qui ont une réglementation. Ces jours-là accueillent exclusivement des personnes en situation de handicap. Donc ici, c'est une solution de vacances pour les personnes en situation de handicap adultes. Il existe aussi, autre sujet, des vacances adaptées pour des mineurs. Ces vacances adaptées pour les mineurs font l'objet d'une autre réglementation. Celle-là, c'est la réglementation de l'accueil des mineurs, l'accueil collectif de mineurs, comme une colo classique. D'accord ? Dans ce contexte-là, on a deux solutions pour les séjours mineurs. On peut accueillir des séjours, on peut organiser des séjours exclusivement pour des jeunes en situation de handicap et accueillir exclusivement que des jeunes en situation de handicap, ou bien faire des séjours en inclusion. Accueillir un jeune en situation de handicap dans un séjour avec d'autres jeunes, et ce séjour-là n'est pas estampillé séjour adapté. C'est une colo classique. Dans ce type d'organisation, on va retrouver deux modalités d'organisation de ces séjours-là. On accueille un enfant avec son handicap, avec ses besoins particuliers, et on ne met pas d'encadrement supplémentaire. On l'inclut dans le collectif, et on répond par une attention spécifique, par une observation particulière, mais il n'y a pas d'encadrement supplémentaire. Donc, le coût du séjour, c'est le même que pour un enfant lambda. Il n'y a pas de surcoût. Mais il y a aussi une autre organisation qui peut proposer de rajouter un animateur pour accompagner cet enfant, comme on pourrait voir un AESH, par exemple, dans une classe à l'école. Ça peut avoir un surcoût, mais dans certains cas, on le verra avec, par exemple, certains pôles ressources et des accords avec la CAF, il peut y avoir des prises en charge de ces suppléments. Donc ça, c'est déjà une catégorie de solutions. Une autre catégorie de solutions, ce sont les séjours de Monsieur Tout-le-Monde. Je souhaite réserver mes vacances sur des destinations de tourisme classique. Et comment je fais pour me retrouver? Sonia disait, il me faut une structure adaptée. Comment je fais pour trouver une structure adaptée? Voilà. Et là, on est ouvert au tourisme classique. Il y a, je pense directement au label Tourisme et Handicap qui peut vous y aider. Allez sur le site internet. Cette association labellise en fait des sites qui sont prêts à accueillir, en tous les cas à afficher l'accueil de la différence en général. Et effectivement, ils sont axés sur les différentes typologies de handicap, sensoriel, moteur, déficience intellectuelle. Et c'est affiché. Donc, vous aurez sur leur site des affichages. Et puis, de manière générale, on a de plus en plus, je pense, aussi aux plages accessibles, aux villes qui se réclament d'être davantage accessibles. Il y a de plus en plus de labels qui apparaissent et d'affichages. Et là, c'est pour tout le monde. Et je termine en fait par une autre catégorie de solutions. On parle des vacances et je n'ai pas mis les loisirs dedans. Ce sont les vacances en famille. Je pars en famille avec mon jeune, mais je souhaite une solution, un accompagnement particulier, aussi du répit. Donc, il y a des organisations qui se mettent en place. À évaluer de manière générale, il y a à peu près 650 000 familles qui sont concernées par cette volonté de vouloir partir en vacances avec leurs jeunes ou moins jeunes en situation de handicap et qui cherchent des solutions potentiellement pour être accompagnés pendant ces vacances-là et bénéficier d'un temps de répit. Il n'y a pas suffisamment d'organismes pour accueillir tout le monde aujourd'hui, mais il y a des solutions qui sont proposées. Je dirais il y a une quinzaine d'organisateurs en France aujourd'hui qui proposent d'accueillir des familles et de proposer un soutien à ces familles pendant leurs vacances pour leur faciliter le répit. Merci Sébastien. Il y a eu deux petites questions qui sont remontées, notamment dans la discussion. C'est est-ce que ce que tu as évoqué est aussi valable pour des jeunes adultes? Quid des personnes en situation de handicap seniors, adultes, vraiment adultes / seniors? Oui. Alors, je vois aussi passer dans le chat des questions. La question se pose la question donc des adultes, des jeunes adultes et des seniors. Les deux populations, c'est vrai, deux populations qui sont un peu opposées, on va dire. Et puis la question où je trouve mes solutions. J'ai vu passer le CNLTA. Je voulais l'aborder. Effectivement, c'est un des partenaires vers qui vous pouvez trouver en fait un regroupement. Le CNLTA, c'est le Conseil national des loisirs et du tourisme adapté, qui regroupe des organisateurs de vacances adaptées qui s'inscrivent dans une démarche qualité. Donc, effectivement, l'UFCV y est, en effet, mais il y a aussi une quarantaine d'autres organisateurs répartis sur toute la France qui vont justement s'inscrire dans une démarche qualité et je dirais que de manière générale, vous aurez affaire à des bons professionnels. Chez ces professionnels qui vous accueillent, potentiellement, il y a des séjours, on parle des adultes ici, qui vont accueillir
tous les adultes, tout âge confondu, sur des destinations. Effectivement, on peut inscrire son adulte en situation de handicap, son enfant ou les adultes qu'on accompagne, et la question de l'âge ne se pose pas toujours. On raisonne d'abord par besoin d'accompagnement et par rythme de vie. On peut avoir des personnes qui sont relativement autonomes sur leur quotidien, mais qui sont très fatigables. Donc, on les inscrira sur des séjours qui sont plutôt tranquilles, avec un rythme posé. Et ces personnes un peu fatigables, ils peuvent avoir 30 ans, comme ils peuvent avoir 60 ans. Mais on se rend compte que les populations évoluent aussi. Les rythmes de vie, parfois, sont différents, mais les centres d'intérêt sont aussi différents en fonction des âges. Et effectivement, de plus en plus, ça reste quand même à la marge, on va le reconnaître, mais de plus en plus, on a des organisateurs qui vont proposer des séjours pour des jeunes adultes, qui vont cibler, on dira, des 20-30 ans, voilà. Et des séjours seniors, parce qu'on rentre aussi sur des problématiques d'accompagnement un peu différentes. Voilà. On a des pertes d'autonomie qui sont constatées, un rythme de vie qui se ralentit, des fragilités aussi. On ne vit pas les mêmes choses, effectivement. Donc, il y a des séjours seniors qui se proposent de plus en plus et des séjours pour des jeunes adultes au milieu de ce gros panel de séjours adultes en général. Il y a une autre question qui a été évoquée, c'est la question des familles d'accueil. Oui, j'ai vu passer cette question-là. C'est vrai qu'en tous les cas, on n'utilise pas pour les séjours adaptés de solutions de famille d'accueil. Les séjours, alors, je parle des séjours adultes comme des séjours enfants. Quand on organise des séjours, on s'inscrit en tant qu'organisateur et on devient responsable très directement de cette organisation. Si on faillit à cette organisation, on fait face à nos responsabilités. Parfois, ça peut aller jusqu'au pénal. Voilà. Donc, ça engage. Donc, finalement, de faire appel en tant qu'organisateur à un prestataire extérieur, par exemple, type famille d'accueil, ce n'est pas possible. On ne peut pas rétrocéder notre agrément à une famille d'accueil, par exemple, pour qu'elle puisse accueillir à notre place un groupe, même aussi petit soit-il, de personnes en situation de handicap. Mais peut-être que des familles d'accueil pourraient se lancer dans l'aventure et accueillir des personnes en situation de handicap en vacances. Et ça peut être une solution intéressante. Voilà. Donc là, je vais peut-être rebondir justement sur d'autres solutions également que nous on a dans le département. Il s'agit du baluchonnage. Donc au niveau du baluchonnage, c'est pareil. Donc l'auxiliaire de vie vient au domicile entre 3 et 6 jours pour s'occuper de l'aider, pendant que l'aidant part effectivement du domicile. Donc, il y a ces possibilités qui ne sont pas négligeables. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a toute une préparation en amont pour voir les besoins de la personne accompagnée, qui en fait, qui va rester dans son environnement familial, sa maison et tout, et l'aidant va être dans l'obligation de partir pendant ce laps de temps. Le souci, bien sûr, ce sont les surcoûts, étant donné qu'on est à 100 € par jour de surcoûts, mais après on abordera les sujets sur les possibilités de financement. Donc il y a effectivement donc ce côté vacances également, et je reviens sur les week-ends répit qu'on organise au niveau du CREJ, donc en direction des enfants en situation de handicap, également de la famille complète avec la fratrie. Donc c'est un week-end du samedi au dimanche, avec la prise en charge de la fratrie et de l'enfant en situation de handicap par des EDUXP, des ANP sur un centre de vacances, et des propositions d'activités au niveau des parents. Soit ils adhèrent, soit ils souhaitent, soit ils ne souhaitent pas. Ce n'est pas une obligation. Mais donc, la famille est prise en charge globalement du samedi au dimanche, avec bien sûr normalement toujours ces surcoûts. Sur des week-ends comme ça, on est pratiquement à 1 200 €. Et avec tous les financeurs qu'on a obtenus, que j'ai arrivé à trouver, on arrive à 50 € par week-end, par famille. Donc voilà, et le souhait effectivement est également de réduire au maximum ces surcoûts. Mais voilà, mais le baluchonnage, week-end répit, et je rebondis sur les colos en milieu ordinaire. Donc nous au niveau du CREJ, on accompagne les familles aussi là-dessus, pour les enfants entre 6 et 17 ans, et on est sur le milieu ordinaire. Et donc avec besoin d'accompagnement individuel pour beaucoup d'enfants en situation de handicap. Et je dirais le côté innovant que nous on a dans le département, c'est que quand il y a un besoin spécifique d'un enfant, là le futur accompagnateur pourra rencontrer la famille également et l'enfant avant de partir en colo. Donc il ira passer une journée dans la famille. Donc ça met aussi tout le monde en confiance. Ultra qualitatif. Voilà. Et Sonia, du coup, je me permets de rebondir parce que la question c'était, j'ai vu deux questions, on peut interroger, qui sont nos ressources, vers où je peux me tourner,
Et ensuite, une fois que j'ai établi un contact, comment on évalue l'autonomie, comment on évalue les besoins d'accompagnement. Vers qui on peut se tourner? Les pôles ressources handicap, dont vient de parler Sonia. Il y en a normalement dans chaque département, un pôle ressources. Tapez sur Internet votre pôle ressources handicap et le numéro de votre département. Il y a des chances que vous tombiez sur des interlocuteurs qui vont vous accompagner pour trouver des solutions de loisirs proches de chez vous. Ils sont d'abord orientés vers cette question de solutions de loisirs proches de chez vous, mais aussi des solutions de vacances potentiellement, parce qu'ils vont recenser des organisateurs et des solutions qui pourraient vous satisfaire. L'avantage des pôles ressources, c'est qu'ils travaillent aussi, comme fait Sonia, sur cette double casquette de la formation aussi des personnes qui vont accompagner, de la sensibilisation au handicap, pour que les accueils soient de plus en plus inclusifs. L'objectif des pôles ressources initialement, c'est porté par les CAF, c'est d'offrir des situations inclusives en fait, en mode loisir, mais aussi sur des vacances, mais pas que, puisqu'on cherche des solutions et quand on se trouve confronté à ne peut pas faire de l'inclusion, qu'est-ce qu'on propose ailleurs? Eh bien, le pôle ressources fournira, en tout cas, cherchera des solutions un peu ailleurs. C'est ce que fait le CREJ avec Sonia. Parallèlement, on retrouve aussi les plateformes répit. Aujourd'hui, ces plateformes répit sont… alors, il y en a parfois par département, parfois c'est par canton. On peut en retrouver dans le Nord. Ça s'est constitué par plusieurs cantons réunis. Pareil, plateforme répit, et vous trouverez des solutions. Le rôle des plateformes répit, initialement, c'est plus orienté vers les seniors, c'est vrai. Mais de plus en plus, en fait, il y a la nécessité d'apporter des solutions vers le handicap, parce que le handicap peut se déclarer dans la vie de façon ponctuelle, mais aussi de façon plus pérenne, et les aidants sont concernés par cette plateforme répit. Il y a des solutions dans ces plateformes répit qui sont apportées pour mettre en lien les personnes avec des solutions qui leur conviennent au quotidien, mais certaines plateformes répit aussi développent, comme le fait Sonia, des propositions de soutien à domicile, de l'intervention à domicile, pour permettre de prendre un peu de temps à soi, pour ne serait-ce qu'aller faire des courses, par exemple. On en est là parfois. Et puis, j'ai envie de vous dire, il y a d'autres ressources. Ma boussole aidant, par exemple, on ne va pas les citer. C'est quand même, ce serait dommage de les rater. Et je crois qu'effectivement, le panel que propose ma boussole aidant sur le site de Solutions, tu en parlerais mieux que moi, Marguerite. Mais c'est un incontournable. Effectivement, et comme ça a été dit dans le chat, les structures que tu as évoquées, donc les pôles ressources handicap, les PFR, elles ne sont pas toujours présentes sur tout le territoire. Néanmoins, comme vous êtes de France et de Navarre, on essaye de vous donner les pistes qui existent. Parfois, elles ne sont pas toujours présentes sur votre territoire, mais vous pouvez en tout cas les retrouver sur ma boussole aidant. Et puis, on a aussi une rubrique sur les séjours et les centres de vacances que vous pouvez aller consulter. Et concernant, il y a quelqu'un qui a demandé si il y avait des répertoires qui permettaient vraiment très précisément de dire en fonction de la pathologie, du besoin de soins médicaux, du type de loisir, de tout ça, etc. À ma connaissance, aujourd'hui, on n'a pas de base qui allait aussi loin que cela. Nous, chez Ma Boussole Aidant, on arrive à croiser déjà sur la distance et sur le type de pathologie ou les signes cognitifs qui affectent les personnes. Je reviens juste sur le fait, effectivement, les séjours, combien de temps à l'avance, très très tôt à l'avance. C'est malheureusement du fait effectivement des surcoûts et des dossiers à monter. Moi, je préconise vraiment, dès que le parent d'enfance et handicap, au mois de janvier, février, sait ce qu'il veut faire, de suite, qu'on peut tout regrouper et vraiment lancer les démarches. Je crois qu'en fait, il faut bien distinguer la notion de vacances qui intervient à un moment précis dans l'année, qui peut permettre une respiration, mais je crois qu'il ne faut pas ignorer aussi les solutions de loisirs qui peuvent exister dans le quotidien. Alors pour les mineurs, c'est peut-être, attention, j'emploie le terme un peu plus facile, parce que c'est déjà structuré pour les mineurs que je vais qualifier de valides, donc il y a la possibilité d'imaginer des solutions en fait inclusives. Pour les adultes, c'est parfois plus compliqué, mais en local, il y a des solutions qui se mettent de plus en plus en place sur cette question de relayage, comme disait Sonia tout à l'heure, soit en mode baluchonnage, soit en mode même des propositions de loisirs au quotidien, ou en tous les cas une fois par semaine pour se retrouver. Des petites associations en local organisent des solutions parfois. D'autres, je pense pour le coup l'UFCV, dans certaines métropoles, en fait, on organise des loisirs, on accueille des jeunes adultes à la journée, sur le week-end, pour des manifestations particulières. Donc ça se fait. C'est toute la question de comment j'y accède, et je pense que ce qu'on a fourni, les plateformes répit, les pôles ressources, le CNLTA dont on a parlé, qui peut être un bon biais d'entrée en fait pour
contacter des organisateurs. Et ensuite, cette question de l'évaluation, en fonction des besoins de la personne concernée pour partir en vacances, quel type de vacances je peux trouver. Malheureusement, il n'y a pas un répertoire qui dit en fonction de votre typologie de handicap, de besoin particulier, voilà les solutions. Ça nécessite en fait de faire une approche presque de chaque organisateur. Aller sur les sites internet de chaque organisateur, c'est une possibilité. Comment on les trouve? Je reprends au CNLTA. Je pense à l'UNAT aussi, qui avait fait à un moment donné un répertoire des solutions de vacances adaptées qu'on doit pouvoir retrouver. Vous pourrez aussi vous rendre sur les sites parfois des ARS, des agences régionales de santé, pour retrouver les organismes qui sont habilités à produire des vacances adaptées. Et là, dans votre localité, vous pourrez trouver des organismes qui vont proposer ou des loisirs ou des vacances. Mais ça nécessite de les contacter chacun, de faire une évaluation pour choisir ses vacances et vérifier si l'organisme est capable de vous accueillir, d'accueillir le jeune. Et concernant ce qui a pu être évoqué, effectivement, on ne peut pas, les différentes structures avec donc lesquelles Ma Boussole travaille aussi sur ces logiques de répertoire, on ne peut pas vous garantir qu'on ait une exclusivité des structures qui en proposent, parce que c'est plus complexe de ça. Il n'y a pas un référentiel avec un code métier suffisamment précis aujourd'hui dans les bases de données de l'État pour pouvoir le proposer. Mais c'est vraiment en ce sens qu'on œuvre pour mettre à disposition cette information. Il y a quelque chose qui est pointé par plusieurs personnes, c'est effectivement en fait la difficulté, et vous l'avez tous les deux évoqué, Sébastien et Sonia, je crois, c'est en fait comment ça se passe. Il faut donc, si on n'a pas une PFR ou un pôle ressources, il faut contacter une à une chaque structure. C'est ce que je vois, effectivement, dans le chat, on voit défiler, c'est hyper contraignant. C'est vrai que c'est contraignant. C'est pour ça que Sonia a précisé qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance. Mais si je peux être un peu positif, c'est dès que vous allez mettre le doigt dedans, dans cet engrenage, vous allez tomber sur un organisateur qui va vous dire « Ben nous, non, on ne sait pas faire, on ne sait pas vous accueillir ». Par contre, il y a des fortes chances qu'il puisse vous orienter vers quelqu'un qui pourra mieux le faire que lui ou qui saura le faire. En tous les cas, nous, en interne, je me porte garant de ça à l'UFCV. Quand on ne sait pas, quand on est complet sur nos séjours, on renvoie vers les personnes qu'on connaît autour, vers des partenaires et des concurrents amis, et qu'on connaît. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est un secteur d'activité dans lequel il y a quand même une forme de solidarité dans les solutions. C'est le cas au CNLTA, c'est le cas à l'UNAT avec les échanges qu'on peut avoir avec l'Union nationale des associations de tourisme. Et on retrouve ça dans la partie des aidants aussi, avec Évasion Handicap Famille. On côtoie d'autres organisateurs de séjours, Vacances Répit Famille, le réseau Passerelle par exemple aussi. C'est une table qui n'est pas très grande et on se connaît et on vous oriente vers ces solutions-là aussi. Et on essaye de tisser aussi des partenariats, comme on fait avec le Crèche, par exemple, pour trouver des solutions en commun. Sonia, je vous vois hocher de la tête, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais parce que je regarde un petit peu effectivement, je rebondis un petit peu sur le fait de ce relayage au niveau du domicile avec les soucis que les prestataires de services rencontrent sur le fait du recrutement des auxiliaires de vie. Effectivement, c'est pour ça que nous, dans le département, comme dit, moi j'ai mis une action répit intervention à domicile pour permettre à des parents d'enfants en situation de handicap de bénéficier une fois par semaine pendant 2 mois de répit en toute gratuité. Et c'est vrai qu'on voit ces soucis d'auxiliaire de vie, le turnover. Donc nous, on arrive quand même à avoir quelque chose qui est un petit peu stable, parce que on a ciblé certains prestataires, certaines AVS qui sont très volontaires. Mais c'est vrai que c'est pas facile sur le fait du quotidien, d'où l'importance aussi au niveau des pôles d'appui. C'est vrai que jusqu'à présent on est quand même assez précurseur au niveau du CREJ dans le côté dispositif répit parental, parce que malheureusement dans notre département on n'a pas de plateforme d'accompagnement et de répit en direction des personnes en situation de handicap, on n'a pas de communauté 360 non plus. Donc c'est pour ça j'ai demandé l'accord à la CAF d'élargir et de proposer différentes actions qui ont été effectivement validées, d'où maintenant cette dynamique au niveau du répit. C'est le CREJ qui devient plateforme ressources répit. C'est ça. Voilà, tout à fait. Un élargissement des compétences, c'est parfait. Il y a effectivement cette question du timing et après, derrière, les modalités. Comment on garantit que ça se passe bien? Qu'est-ce qu'il faut préparer pour que ça se passe bien? Après, il y a la question du prix et des restes à charge qui est revenu. Et puis, on pourra traiter à la toute fin peut-être si je ne pars pas en vacances. Oui. Et je me permets une micro-parenthèse sur la question que j'ai vu passer
du handicap moteur, difficulté motrice, comment je fais pour choisir ma destination. C'est vrai que c'est assez compliqué. Et ce n'est pas parce qu'on a un label que le site est accessible véritablement pour vous. C'est-à-dire qu'on peut trouver parfois, et Sonia t'en parlerait mieux que moi, mais parfois on peut trouver des sites qui sont accessibles partiellement. Le gîte l'est, que vous allez louer, mais les autres bungalows autour, ou le site en lui-même, finalement, était un peu escarpé, pentu, et tout n'est pas accessible. Vous ne pouvez pas aller au bar. Vous pouvez accéder à la piscine, mais il n'y a rien pour vous permettre d'aller dans l'eau. Bon, il y a des éléments. Donc, tout n'est pas parfait, d'où l'intérêt de préparer son séjour en amont. Et on revient sur la question du timing. Préparer son séjour en amont, c'est pouvoir choisir son organisateur et tisser une relation particulière avec l'organisateur dans la préparation. Donc, c'est vérifier que la destination convient, c'est être capable de faire plusieurs allers-retours entre la première info qu'on transmet, bonjour, je voudrais une destination, on parle de soi, de sa famille, du jeune qui va être accueilli ou du moins jeune. Et ça vous donne à vous, famille, en tous les cas, ou professionnels qui accompagnent, le temps de, OK, on fait peut-être un premier choix de destination au pluriel, et je peux revenir réfléchir en fait à ce départ. On le mûrit et on revient avec d'autres questions. L'organisateur aussi va à nouveau poser des questions. Et tout cet échange-là de construction permet de confirmer un départ. C'est la phase d'orientation finalement. C'est primordial. Ce pré-choix est primordial. Une fois que c'est fait, on va engager en fait une relation plus administrative sur un échange d'inscription. Parce qu'on est dans le cadre du tourisme et ça se conclut par un contrat. Et l'inscription, elle est un contrat. Et à travers ce contrat, on va transmettre des informations. N'hésitez pas à bien remplir les fiches d'inscription. Je dis ça en tant qu'organisateur. Bien souvent, parfois c'est rempli à la va-vite et on coche vite fait. Il y a un espace commentaire qu'on ne remplit pas. Ça nous intéresse en fait, tout ce que vous écrivez dedans. Même s'il y a d'autres informations autour, on les prendra. Ça va nous faciliter l'organisation. Donc n'hésitez pas. C'est pas négligeable en fait ce temps-là à passer. Ça va nous servir et notamment ça servira à nos équipes. Comment on vérifie la qualité ? Vous allez devoir le jauger, n'hésitez pas à comparer avec ce qui se fait à côté et soyez pragmatique. Demandez comment sont formés les animateurs, les personnes qui vont accompagner, si c'est une sensibilisation, comment ils ont été recrutés, comment ils sont accompagnés, est-ce qu'ils préparent le séjour, est-ce que vous pouvez les appeler en amont. Et comme j'ai vu passer souvent, si le contact peut se faire avant de partir, c'est top, c'est idéal, il faut tendre vers ça. Sur des séjours adaptés, ce n'est pas toujours possible quand on accueille 15 personnes sur un séjour. Et sur des séjours un peu plus individuels, il faut tendre vers ça. Voilà. Surtout si votre jeune a des difficultés particulières et très marquées. Et après, il y a la partie, là on est sur la pédago, choix du séjour, et puis il y a la partie financière. Et on va aborder ce sujet, je pense. Et juste avant, pour les questions qui sont revenues, au sujet du calendrier, oui. Est-ce que là, il est encore temps ? C'est encore temps. Il ne faut pas trop tarder. On est encore bien. Pour un séjour départ fin juillet, par exemple, c'est encore temps de le faire. Ça laisse le temps de faire connaissance, mais aussi de monter les dossiers pour les recherches des financements. Voilà. Et après, en fonction des départements, financement MDPH, à cette date-là, il faudra oublier. Hein, vous aurez les réponses en fin d'année. Mais dans certains cas, ça peut fonctionner. Il est encore temps. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on évoque la question justement des restes à charge, des aides. Ça se passe. Allez, on va parler des choses qui fâchent. Il y a différents financements, effectivement, que ce soit dans le cadre du complément de l'AEH pour l'enfant en situation de handicap ou de la prestation de compensation. Mais c'est vrai qu'il y a une disparité entre les deux allocations, étant donné que d'un côté, le complément de l'allocation enfant handicapé, c'est sur devis, et de l'autre côté, la PCH, c'est sur facture acquittée. Donc, il y a aussi des choses qui sont pas très chouettes non plus. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire vraiment très, très attention au niveau du côté enfant, parce qu'avec le complément de l'AEH, il y a 6 compléments. Si maintenant un enfant a le complément 4, on ne pourra pas aller au-delà pour chercher du financement. Donc, c'est même pas la peine d'introduire une demande au niveau MDPH. Et dans le cadre de la prestation de compensation, il y a différents éléments, dont l'élément charge exceptionnelle et spécifique, qui aujourd'hui est de 6 000 € sur 10 ans, donc qui peut effectivement rentrer dans les prises en charge des surcoûts d'accompagnement
accompagnement individuel sur les transports liés aux vacances et autres. Après, la Girarco, que moi je sollicite régulièrement dans le cadre de l'enveloppe en direction des aidants, qui cette année est passée de 2 000 € à 800 € par aidant. Donc c'est bien, on est bien sous les aidants aussi salariés. Donc c'est pas uniquement pour les personnes à la retraite, mais c'est bien pour les salariés. Et donc c'est une demande qui est simplifiée, qui permet d'avoir une aide financière à ce niveau-là sur les surcoûts, tout ce qui concerne les vacances et autres. Donc voilà sur les aides. Après, il y a d'autres aides, il y a les CE, les comités d'entreprise, il y a les CCAS, il y a des possibilités, mais voilà, on est toujours en lourdeur administrative et c'est pour ça que moi j'accompagne également les parents de A à Z dans les démarches, pour pas que ce soit trop lourd pour eux non plus. Je peux juste essayer de compléter en fait avec, je répartis aussi les aides en fonction des aides que vous avez vous à solliciter à titre personnel. C'est-à-dire toutes les aides mutuelles, sa propre mutuelle. Il ne faut pas hésiter. Les mutuelles et les enveloppes, ce n'est pas affiché sur leur site internet. Trouvez le moyen de les contacter d'une façon ou d'une autre. La plupart des mutuelles, en fait, ont des aides en ce qui concerne la question du répit qui ne sont pas nécessairement clairement affichées ou distinctes. Donc, sollicitez-les. Les CCAS sont une communauté d'action sociale. Il y a des assistants sociaux sur place, des assistantes sociales qui pourront vous accompagner. Parfois, il y a des enveloppes qui peuvent se dégager. N'hésitez pas à solliciter les CSE, évidemment. Quand on en a un, c'est parfait. Ensuite, il y a l'autre type d'aides qui sont les aides réactives des caisses de retraite dont parle Sonia. C'est vrai que ça, c'est pour le coup, dès que vous cotisez à une caisse de retraite, que vous avez cotisé, vous pouvez bénéficier de ces aides réactives. Et elle est passée de 2 000 à 800 €, ce qui doit être très sollicitée. Mais elle est presque un dû, quoi. Donc, il faut aller la chercher et vous y avez droit pour accéder à vos vacances. Mais si je ne me trompe pas, Sonia, c'est une aide aussi qui peut aider sur la partie quotidienne. C'est-à-dire, ça peut être sur des aménagements. Ce n'est pas que sur la partie vacances. C'est sur la question du soutien des aidants dans un contexte… Mais après, sur le côté aidant, on est vraiment sur cette enveloppe de 800 € et ça peut aller au-delà pour d'autres aides au niveau du quotidien. Donc là, je voudrais juste rebondir parce qu'en fait, nous, au niveau du CREJ, on a fait un petit guide, justement, voilà. Comment compenser les surcoûts? Donc là-dedans, c'est en direction des parents d'enfants en situation de handicap. On a toutes les aides possibles pour que les parents puissent aller vers. 67, Sonia. Ouais. Sous 67. Mais ça peut être très inspirant pour les autres départements parce que malgré tout, il y a des aides qui sont du droit commun, donc on les retrouve dans d'autres départements. C'est vrai que dans le 67, vous êtes plutôt bien doté et puis Sonia bouscule aussi pour qu'il y ait des aides supplémentaires. C'est un bon exemple pour pouvoir faire des petits dans tous les autres départements. Il y a d'autres types d'aides, juste pour finir là-dessus, des aides qui sont liées aux porteurs de projets, aux porteurs du projet vacances aussi, mais aussi qui vous sont alloués à titre personnel et liés à l'organisateur. J'entends ici VACAF. Donc, les CAF peuvent vous aider pour partir en vacances, peuvent aider votre enfant s'il part tout seul. Ça s'appelle l'aide aux vacances enfants. Voilà, c'est le terme AVE. Donc, vous y avez droit. Certes, il y a certains coefficients de CAF à respecter, mais il ne faut pas s'empêcher de tenter de demander et de vérifier avec l'organisateur si vous y avez droit. Vous pouvez aller sur le site de VACAF directement pour vérifier avec votre COEF-CAF si vous êtes éligible. Un autre type d'aide de CAF, c'est l'aide aux familles pour des départs en vacances famille. Donc, c'est l'AVF, aide aux vacances famille. De la même façon ici, ça correspond à un COEF-CAF et vous avez droit à des aides. Ces aides peuvent se monter à 50, 60, 70% du montant du séjour. Parfois, c'est plafonné. Il y a des plafonds qui sont affichés, mais au moins, les choses sont très claires et c'est des aides qui sont variables en fonction des départements. Attention, il n'y a pas une règle unique. C'est chaque département qui applique sa propre politique. C'est un lien avec l'organisateur parce qu'il faut que l'organisateur soit habilité à recevoir ces aides-là. Voilà. Et je finis par un autre type d'aide qui sont des aides portées par les organisateurs eux-mêmes. Et je pense à l'ANCV notamment, l'Agence nationale des chèques vacances, qui contribue en fait avec un ensemble de partenaires à offrir des soutiens financiers aux familles qui en auraient besoin. Là aussi, c'est sous condition de ressources. Généralement, c'est avec des coefficients CAF en dessous de 900 €. Mais il peut y avoir des dérogations qui sont demandées. Pour l'UFCD, en l'occurrence, sur les séjours, les séjours qu'on organise, si je prends cet exemple-là, sur un séjour de vacances adapté, par exemple, c'est 400 € d'aide pour un adulte ou un enfant.
Pour une famille qui partirait sur un de nos séjours évasion handicap famille, c'est 400 € pour le jeune en situation de handicap et 150 € par membre de la famille. Donc, si vous êtes 4, ça fait 850 € d'aide pour un départ. Donc, ce n'est pas négligeable. Et je mets un dernier organisme qui est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est VA, Volontaire pour les personnes avec autisme. C'est porté par la Fondation Orange et c'est un organisme qui soutient uniquement les personnes qui sont concernées par l'autisme. Mais c'est ouvert à tous. Vous allez sur leur site internet VA et vous pouvez déposer une demande pour une aide au financement d'un séjour. C'est des financements qui vont oscillent entre 100 et 600 € proportionnels à vos conditions de ressources. J'ai une question qui marche. Est-ce qu'on va d'abord voir l'organisme qui propose des séjours, on commence à construire le dossier avec eux et c'est après qu'on va faire les demandes d'aide une fois que c'est prévalidé? Comment tout ça se goupille Je ne sais pas si la question est claire, mais… C'est un casse-tête. Ouais. En fait, la confirmation de l'inscription, ce qu'on fait, en fait, dans les modalités de validation. Alors, je donne l'expérience et je réponds à Bernard Loquet au passage. Effectivement, ce serait bien qu'on arrive à constituer, comme le fait le CREJ, un outil très lisible et qu'il soit sur tous les sites des organisateurs en disant voilà, les financements, ça se passe comme ça, accédez là. Et on est chacun à créer nos fiches. En fait, c'est le cas. À l'UFCV, on a nos petites fiches d'aide qu'on donne aux familles au coup par coup. Allez, vous êtes à quelle mutuelle? Très bien. Regardez, on a une fiche, voilà le mail. Bon, ce serait bien d'avoir quelque chose un peu plus universel, mais pourquoi pas. Je pense qu'au CNLTA, on pourrait s'asseoir autour de la table pour constituer ça. Comment on confirme une inscription? Comment ça se valide? Et comment on dit ça y est, c'est bon, le séjour se fait, on peut partir? C'est ça la question, Marguerite. La première condition, c'est nous en tant qu'organisateurs. Là, je relate notre expérience UFCV, la façon dont j'accompagne les équipes aujourd'hui. Je dis la première condition, c'est de dire nous, organisateurs, on est capable d'accueillir cette famille avec son jeune et ses particularités. On est capable d'accueillir ce jeune sur nos vacances. Donc, dès lors qu'on dit OK et qu'on va vers des financements, c'est qu'on se déclare capable de pouvoir l'accueillir. Il peut y avoir des surprises. Mais c'est la première condition, de pouvoir valider l'inscription en termes de la faisabilité d'accompagnement. La deuxième condition pour valider cette inscription, effectivement, c'est malheureusement la partie financière. Clairement. Et donc, comme dit Sonia, il y a des aides financières pour lesquelles on va… Alors, il y a la famille qui va contribuer. Nous, en interne, on demande systématiquement, en fait, un acompte. De toute manière, c'est une obligation si on veut solliciter la CAF. La famille doit participer. Et c'est cette première participation qui déclenche en fait l'obtention d'autres aides potentielles. Voilà. Donc, il faut d'abord poser un acompte. Cet acompte, c'est un premier ancrage en fait de l'inscription. C'est important. Voilà. C'est important de ne pas trop tarder parce que ça permet d'enclencher toutes les autres mesures en fait de recherche de financement. Et si on tarde trop, quelquefois, on peut rater des financements, notamment avec la CAF, caisse vide, plus d'argent, et le séjour tombe à l'eau, on a pris la place de quelqu'un d'autre. Il faut aller vite. Et dans ces recherches de financement, il y a deux types. Il y a des financeurs qui vont nous dire on vous donne une attestation de prise en charge et on va verser cette prise en charge à l'organisateur sous 1 mois, 2 mois, 3 semaines. Voilà, ça se fait. C'est le cas, par exemple, de VA, Volontaire pour les personnes avec autisme. C'est le cas de la NCB. Et puis d'autres organismes, comme VACAF, qui vont dire on versera à l'organisateur après séjour. Donc, ils font une promesse sous condition que le séjour soit réalisé. Mais nous, en tant qu'organisateurs, ça nous intéresse quand même. On sait qu'on sera payé en fin de séjour. Donc, ça vaut pour paiement. Et ça donne un reste à charge à la famille. Et puis, il y a un cas particulier, c'est les MDPH, qui ne financent pas l'organisateur en direct, mais qui vont aider la famille directement. Donc, ça demande à la famille d'avancer. Si la MDPH est un peu longue, ça demande d'avancer en fait le coût du séjour et d'être remboursé d'une partie a posteriori. Ça nécessite quand même une petite gymnastique mentale quand on a le prix qui est affiché, derrière savoir combien ça va coûter et quand est-ce que je vais devoir payer. Et si je suis remboursée après ou pas. Oui. Et il ne faut pas avoir peur. D'emblée, le prix affiché est parfois un peu effrayant, mais avec l'ensemble des aides collectées autour, rapidement, en fait, on se rend compte que le reste à charge reste accessible. J'ai fait une statistique sur évasion handicap famille, par exemple, un dispositif de vacances pour les familles.
Le reste à charge moyen est de 40% du montant du séjour. Et là, je vais peut-être juste rebondir sur le côté MDPH, d'où l'importance aussi, quand un projet répit, vacances et autres doit être fait, c'est de tout regrouper pour qu'on puisse tout présenter à la MDPH en même temps. Étant donné qu'avec ces lourdeurs administratives, justement, ça prend du temps et c'est très lourd. Donc, il faut vraiment tout regrouper, un accueil en centre de loisirs, un projet de vacances en famille, un week-end répit, etc. Tout mettre, si possible, bien sûr, ensemble. Deux petites questions qui apparaissent. Une première sur est-ce qu'il faut faire un seul séjour par an? Enfin, voilà, est-ce que c'est une seule fois qu'on peut faire cette demande? Et puis le lien avec la CAF, quelqu'un qui comprenait. Exactement, c'est parfait. Alors, la première question, c'est qu'on est tous repérés par la CAF, la Caisse d'allocation familiale. On est tous repérés dès lors qu'on est en famille. Parce que la CAF gère d'autres choses que la famille directement, on en parler, les aides au logement, etc. On est donc repérés. Par contre, on n'est pas tous, en fonction de nos conditions de ressources, on n'est pas tous bénéficiaires de soutien pour les vacances. Donc, avec votre numéro d'allocataire, on peut le vérifier. C'est un instantané. Alors, nous, on a accès en fait au logiciel de VACAF. Mais je pense que vous aussi, de votre côté, sur le portail, vous pourrez accéder à ça et vérifier en fait si vous pouvez bénéficier d'aide ou non. Et l'autre question, c'était sur… une fois par an. Une fois par an. Alors, là aussi, si je parle de la CAF, en fonction des CAF, ça peut être 14 jours maxi de séjour. Parfois, c'est un seul séjour. Parfois, ça peut être 2 maximum. Généralement, c'est une fois. L'ANCV aussi finance un seul séjour par an. Donc, bien souvent, conclusion, c'est effectivement des financements pour un départ. Et je finis juste en disant, j'ai vu des questions sur des maladies rares ou des handicaps voilà, plus compliqués ou différents à prendre en charge. Si vous êtes une association, en fait, alors une association de parents concernés par un handicap un peu original, hors du commun, je pense, alors, on a créé des partenariats, par exemple, avec Épilepsie France, avec Syndrome X fragile, Prader-Willi aussi, et on a organisé des séjours sur mesure pour ces populations. Il y a moyen, si on a quelques familles rassemblées, de vous retourner vers des organisateurs qui vont tenter d'offrir des réponses particulières. On accueille, par exemple, un séjour, on fait des séjours pour la Ligue contre le cancer. On accueille des ados malades et on organise une semaine de vacances avec un personnel médical autour, etc. Grosse infrastructure, c'est une belle aventure, mais ça se tente. Et il faut être patient. Par contre, ce n'est pas 3 mois avant. Là, c'est plus d'un an à l'avance qu'il faut organiser des choses. Donc là, c'est sur ces pathologies plus rares, moins fréquentes, peut-être se rapprocher d'une association pour aller ensemble voir peut-être vos services pour voir s'il est possible d'organiser quelque chose. Et trouver des solutions ensemble et de voir jusqu'à quelle limite on organise un séjour ou pas et de quelle manière. Alors, très rapidement, pour finir, avant de préparer cet échange, vous m'avez tous les deux dit, attention, il y a d'autres choses à prévoir quand on prépare ses vacances. Et juste, du coup, assez rapidement, si vous m'avez parlé du transport, oui, de l'accompagnement sur place. Primordial. La projection sur les vacances, on peut rêver de ce qu'on veut. Il y a des choses qui sont très pragmatiques, c'est le déplacement pour y aller. Comment ça s'opère? Est-ce que c'est loin? En été, si en plus il y a des bouchons, le trajet va se multiplier par 2. Est-ce que mon enfant est capable de supporter 7 heures de transport? Même avec une pause, mais une pause sur une heure d'autoroute avec du monde autour, etc. Donc ça demande de s'organiser, mais je pense que la plupart, vous le savez déjà. N'empêche que nous, on est là en tant qu'organisateur aussi parfois pour vous le rappeler. Attention, c'est un peu loin, parce que vous êtes bien conscient. On n'hésitera pas à le faire. Et puis, une fois sur place aussi. Des fois, il ne s'agit pas simplement de se transporter sur place, il s'agit de se dire, OK, on vit le sur place, et qu'est-ce qui se passe autour? Est-ce qu'autour aussi, c'est accessible pour nous? Ça fait beaucoup de choses à penser, hein. Mais c'est primordial, sinon les vacances deviennent vite compliquées. Vous partez au bord de la mer et il s'avère qu'autour de vous, il n'y a aucune plage accessible véritablement. Alors vous êtes avec un fauteuil électrique et que vous aurez bien aimé qu'il y ait un tir à l'eau ou deux qui soit prêt à accueillir votre enfant pour aller à l'eau. Il n'y en a pas. Voilà. Bon, c'est moins sympa de suite. Donc, il faut y penser, c'est un tout. N'hésitez pas à solliciter les organisateurs aussi sur ces environnements et sur ces questions de transport. Je rappelle que l'ANCV a aussi un lien avec la SNCF sur un dispositif expérimental et distribue des codes, en fait, dès lors qu'on est éligible aux aides ANCV, des codes pour réduire, en fait, ces coûts de transport par train. Voilà.
donc c'est aussi intéressant. Mais une fois qu'on est en vacances, qu'on est en train, on est sur place, on n'a pas de véhicule, ça pose la question d'avoir un site qui soit très accessible et qui permette un peu de voguer autour, quoi. Sonia, sur la question de l'accompagnement individuel. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que Évasion Handicap Famille, par exemple, a des accompagnateurs, des animateurs sur place, hein, mais quand on est sur les séjours, sur les vacances, hein, mais hors vacances, par exemple, on veut partir, donc il n'y a pas d'accompagnement sur site. Donc, il y a également le fait de penser peut-être à voir un prestataire de service qui est près du lieu de vacances pour avoir une auxiliaire de vie dans la continuité, par exemple, de la prestation de compensation du handicap, hein, parce qu'on peut l'avoir au domicile, mais beaucoup de parents ne savent pas qu'on peut la transférer sur un autre lieu, dont le lieu de vacances, avec aucune prise en charge, sans surcoût à ce niveau-là, quoi. Sur la question de si je reste en vacances, pour ceux pour qui cette réponse est importante, est-ce que, peut-être je me tourne peut-être plus vers Sonia, est-ce que tu es en capacité de faire une réponse synthétique, voir comment ça se passe? Alors, on ne part pas en vacances, on ne peut pas en machin. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que pour les enfants en situation de handicap, là, je parle bien des enfants en situation de handicap, il y a également les centres de loisirs. Donc, les centres de loisirs sont vraiment un lieu de répit, enfin, parce que quand les enfants sont accueillis, c'est du répit pour les parents. Donc, il faut pas oublier cette solution-là. Après, pour le côté vacances, comme dit, hein, il y a effectivement aussi peut-être la nécessité de contacter une association ou même un conseil départemental qui a une liste des lieux adaptés et accessibles aussi pour pouvoir aller dans des parcs animaliers et autres pour les visites. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'étais vraiment axée sur le côté centre de loisirs qui permet aussi aux parents d'avoir des vacances quand les enfants ne sont pas à la maison, même si c'est qu'une journée. Merci. Extrêmement efficace comme réponse. Et puis, je tenais particulièrement à vous remercier, Sébastien et Sonia, pour vos ressources extrêmement riches sur un sujet évidemment complexe.